Certaines personnes portent un sourire comme un masque qu'elles n'enlèvent jamais. Et pendant 3 ans, j'ai été l'une d'elles. Je m'appelle Queen. J'ai 25 ans et les voisins de notre communauté fermée exclusive de Sedona pensaient que je menais une vie sans faille. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'étaient les vêtements à manches longues et épais que je portais sous la chaleur étouffante pour cacher les bleus en dessous. Ce qu'aucun de nous n'a vu venir, c'est que la seule personne capable de percer enfin le mensonge rentrait à la maison après 21 ans de déploiement militaire, marchant droit vers le cauchemar. Cela s'est passé dans la salle d'attente de la base navale. Alors que je tendais le bras pour prendre un verre d'eau, la manche de mon manteau trop grand a glissé. Mon père a accidentellement remarqué les bleus sombres qui se chevauchaient sur mon avant-bras. J'ai paniqué et j'ai désespérément tiré le tissu vers le bas, mais sa main a surgi, saisissant fermement mon poignet. Il m'a regardé droit dans les yeux. Le mur psychologique que j'avais construit s'est instantanément effondré. J'ai éclaté en sanglots sur place, dans la salle, et j'ai enfin avoué la vérité. J'avais été violemment maltraité, contrôlé financièrement et enfermé dans un sous-sol par mon mari et sa famille pendant des années. Il n'a pas crié ni perdu son sang-froid. Au contraire, il a froncé les sourcils, serré les poings et a donné un ordre avec le calme calculé d'un officier militaire qui avait servi pendant des décennies. Fais tes bagages. Tu restes avec moi. Demain, nous jouerons à leur jeu, mais selon mes règles. Si voir un esprit militaire tactique démanteler des abuseurs toxiques vous tient scotché à l'écran, abonnez-vous dès maintenant en mode vengeance. Car cette histoire ne relâche pas la pression jusqu'à la toute fin. Il y a 3 ans, la grille de fer de la villa de Sedona s'est refermée derrière moi. Juste après notre mariage, mon mari Mitchell a commencé à exécuter un plan pour m'isoler du monde extérieur. Il a suggéré que je passe au télétravail pour gérer la grande propriété. J'ai accepté cet arrangement. Cependant, ses véritables intentions ont rapidement fait surface. En quelques mois, il a continuellement inventé des excuses concernant mon déclin de santé auprès de mon employeur. Il a appelé mon bureau directement, invoquant un stress et une fatigue sévères en mon nom. Il me mettait la pression chaque jour. Il se tenait derrière mon fauteuil de bureau, me dictant mot pour mot le contenu de mon email de démission. Il a regardé mes doigts frapper le clavier jusqu'à ce que je clique sur « Envoyer ». Mon revenu indépendant et mes interactions quotidiennes avec mes collègues ont disparu du jour au lendemain. Sans emploi, ma routine s'est entièrement réduite au mur de la propriété. Peu après avoir perdu mon travail, ma belle-mère, Joyce, a emménagé avec nous. Mitchell a affirmé qu'elle était là pour aider à gérer le foyer. Mais elle a immédiatement pris le rôle de gardienne. Joyce n'a pas verrouillé chaque pièce pour éviter de paraître suspecte. À la place, elle s'est emparée du trousseau de clés principales et a strictement contrôlé l'accès aux zones les plus essentielles. Elle a verrouillé les portes du garage, m'empêchant d'accéder à nos véhicules. Elle a sécurisé le garde-manger principal, le coffre-fort à combinaison et le bureau privé de Mitchell. Si j'avais besoin d'un ingrédient précis ou d'un produit d'entretien, je devais demander sa permission verbale. Elle déverrouillait la porte, se tenait derrière moi pendant que je prenais l'objet, puis la refermait immédiatement à clé. Joyce a rapidement établi un ensemble rigide de règles domestiques. Elle surveillait mon emploi du temps quotidien et imposait des limites strictes sur les moments où j'avais le droit d'entrer dans la cuisine. Elle restreignait mon accès à la cuisinière et limitait mon utilisation du four à seulement 30 minutes par jour. Chaque fois que je remettais en question ces règles, elle justifiait ses actions en se plaignant bruyamment que les coûts de l'électricité augmentaient. Rapidement, elle m'accusait constamment de gaspiller les courses, mesurant la quantité exacte de riz et de viande que j'avais le droit de cuisiner pour le dîner. Elle critiquait ma gestion du budget familial, malgré le fait que Mitchell avait déjà confisqué mes cartes de crédit et changé les mots de passe de mon compte bancaire. La pression psychologique a atteint son paroxysme un soir où j'ai préparé un petit sac pour partir.
Mitchell m'a surpris dans le couloir. Il a sorti son téléphone et a diffusé une compilation de clips vidéo. Les vidéos avaient été enregistrées juste après qu'il ait intentionnellement caché mes affaires ou m'ait empêché de dormir pendant des heures. Mais à l'écran, sans le son de ses provocations, j'avais l'air hystérique. Je t'ai secrètement filmé en train de perdre ton sang-froid et de pleurer sans raison. Si tu sors de cette maison, tout le monde croira que tu es mentalement instable. La menace de Mitchell m'a complètement paralysé. J'ai lâché le sac. Il a utilisé ces clips vidéo manipulés comme une arme pour installer une peur profonde dans mon esprit. Il m'a convaincu qu'il montrerait les images à la police et aux professionnels de la santé. J'ai réalisé que, sans argent ni voiture, je n'avais aucun moyen de prouver le contexte de ces enregistrements. La peur d'être interné m'a enlevé le courage de m'échapper. Quelques semaines plus tard, Joyce m'a autorisé à marcher jusqu'à un supermarché voisin. Alors que je me tenais dans l'allée en comptant exactement ma monnaie. Ma meilleure amie Sarah est passée. Elle s'est arrêtée net en voyant mon apparence épuisée et les bleus qui s'estompaient sur mon bras. Sarah m'a immédiatement saisi la main et m'a tiré dans un coin tranquille. Fais tes bagages et viens rester chez moi aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à vivre dans cette maison un jour de plus. J'ai retiré ma main de force de celle de Sarah. J'ai secoué la tête, refusant son offre sans explication. Je devais partir immédiatement. Mitchell avait installé l'application de suivi de localisation Live 360 sur mon téléphone et elle vibrait dans ma poche. L'application lui envoyait une alerte automatique chaque fois que je restais trop longtemps au même endroit. L'écran s'est allumé, affichant un message demandant pourquoi mon point de localisation était resté immobile pendant 4 minutes. J'ai attrapé mes sacs en plastique et j'ai pratiquement couru hors des portes vitrées coulissantes, retournant tout droit vers ma prison. À l'automne de la 3e année, des avis de retard de paiement ont commencé à arriver dans la boîte aux lettres. L'entreprise de Mitchell était au bord absolu de la faillite. Il faisait les 100 pas dans le salon chaque soir, se disputant agressivement avec les créanciers au téléphone. Un soir, il est entré dans la salle à manger et a claqué une épaisse pile de documents de demande de prêt sur la table en bois. Il m'a ordonné de m'asseoir et de prendre un stylo. Il a exigé que j'utilise mon score de crédit personnel impeccable pour me porter garante d'un nouveau prêt commercial massif. Il a déclaré que ma signature était le seul moyen d'obtenir le financement pour sauver son entreprise en difficulté. J'ai refusé de toucher le stylo. J'ai repoussé les papiers de l'autre côté de la table, affirmant clairement que je n'associerais pas mon nom à ses dettes professionnelles. Il a crié, frappé le mur et est sorti de la maison en trombe. Le lendemain matin, Mitchell a quitté la propriété précipitamment. Je suis entré dans son bureau privé pour ramasser les tasses de café vides laissées sur son bureau. J'ai remarqué que l'écran de son ordinateur portable était encore allumé. Il avait oublié de verrouiller l'appareil avant de partir. Je me suis assise dans son fauteuil et j'ai déplacé la souris. J'ai ouvert un dossier numérique étiqueté avec les acronymes de diverses institutions financières. J'ai cliqué sur les fichiers PDF et je me suis figé. L'écran affichait plusieurs contrats de prêt approuvés et des relevés de cartes de crédit. La dette totale s'élevait à des dizaines de milliers de dollars. J'ai fait défiler jusqu'en bas de chaque page. Ma signature était parfaitement reproduite sur les lignes de garant. Il avait commis un vol d'identité grave en falsifiant mon nom pour obtenir des fonds sans mon savoir, ni mon consentement. J'ai immédiatement branché l'ordinateur à l'imprimante. J'ai imprimé des copies physiques de chaque contrat frauduleux et j'ai attendu son retour. Ce soir-là, dès que Mitchell a franchi la porte d'entrée, je suis entré au centre du salon. Je serrais la pile de contrats imprimés dans ma main. J'ai jeté les papiers directement sur la table basse en verre, éparpillant les preuves sur la surface. Je l'ai confronté immédiatement. Je l'ai accusé d'avoir volé mon identité et d'avoir illégalement utilisé mon nom pour obtenir des dizaines de milliers de dollars. J'ai exigé une explication directe pour les signatures falsifiées sur les documents bancaires.
Ma belle-mère, Joyce, est sortie du couloir. Elle a regardé les papiers éparpillés sur la table, puis m'a lancé un regard noir. Elle n'a pas tenté de désamorcer le conflit. Au contraire, elle a tourné la tête vers son fils. Elle doit apprendre les conséquences de la désobéissance. Montre-lui qui prend les décisions dans cette maison. À l'instant où Joyce a terminé sa phrase, Mitchell s'est précipité en avant. Il m'a saisi la gorge à 2 mains, coupant mon arrivée d'air. Il m'a légèrement soulevé du sol et m'a poussé en arrière avec une force immense. J'ai volé en arrière et me suis écrasé lourdement contre le bord tranchant en marbre de l'îlot de cuisine. L'impact a frappé le côté de mes côtes. Je me suis effondré sur le plancher en bois dur, haletant. Tandis qu'une douleur vive irradiait dans mon torse. Pendant que je peinais à respirer au sol, la porte d'entrée s'est rouverte. Ma belle-sœur, Clara, est entrée dans la maison. Elle m'a regardé allongé par terre, la main pressée contre mes côtes. Elle a enjambé mes jambes, ignorant complètement la violence physique qui venait de se produire. Elle a plongé la main dans son sac à main. Sorti son téléphone portable et m'a dévisagé d'un regard froid. J'ai déjà appelé le docteur Hansen. Un seul mot de ma part et ils demanderont une évaluation psychiatrique d'urgence et t'emmèneront immédiatement. Je suis resté au sol, regardant les trois. Mitchell se frottait les jointures. Joyce a hoché la tête en signe d'accord et Clara tenait son téléphone prête à composer. Face à leur complicité calculée et à la fausse menace médicale, j'ai réalisé le piège qu'ils avaient tendu. Si je saisissais le téléphone fixe pour appeler la police dans mon état d'agitation actuel, Clara exécuterait sa menace. Les autorités arriveraient pour trouver 3 témoins affirmant que j'avais subi une crise mentale violente. Je savais qu'aucun agent ne croirait ma parole face à leurs mensonges coordonnés. J'ai réalisé que je ne pouvais pas les combattre avec la logique ni appeler à l'aide immédiatement. Je suis restée silencieuse, forcée d'endurer la douleur physique et d'attendre. 5 jours avant la fin du déploiement de mon père, ils ont décidé de recourir à des mesures extrêmes. Mitchell est entré dans le salon et s'est approché de moi avec un document juridique à la main. Il a posé un accord de procuration sur la table basse, pointant la ligne du bas. Les papiers exigeaient le transfert de la propriété de la maison directement à son nom. Il m'a enfoncé un stylo dans la main et m'a ordonné de signer le document pour régler ses dettes d'entreprise. J'ai regardé la ligne de signature, puis je l'ai regardée. J'ai tendu la main, saisi le papier épais et les déchiré net en deux. J'ai jeté les morceaux par terre. Mitchell n'a pas hésité. Il a immédiatement avancé, levé la main et m'a giflé le visage avec une force immense. Je me suis effondré durement sur le plancher en bois dur. Avant que je puisse me relever, Mitchell a saisi le col de ma chemise. Joyce est sortie de la cuisine et a attrapé mes poignets. Ensemble, ils m'ont traîné à travers le tapis et m'ont tiré dans les escaliers en bois. Mon dos a cogné contre les marches tandis qu'ils me descendaient. Ils m'ont poussé agressivement dans la petite salle de bain non finie du sous-sol. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu prennes un stylo et signes ce document de transfert de propriété. Mitchell a claqué la lourde porte d'acier. J'ai entendu le pêne dormant métallique extérieur se mettre fermement en place, m'enfermant à l'intérieur. Ils m'ont laissé avec le strict minimum de ressources nécessaires pour survivre. Un seul bidon en plastique d'eau filtrée se trouvait dans le coin, à côté d'une assiette en carton contenant 3 fines tranches de pain sec. Des toilettes cassées étaient appuyées contre le mur opposé. Le sous-sol n'avait pas d'électricité, me laissant complètement dans le noir. La 3e nuit de mon confinement. Le bruit d'un moteur qui démarrait a rompu le silence mortel du sous-sol. Je me suis tenu près de la porte, collant mon oreille contre le métal froid. Et j'ai écouté attentivement tandis que la voiture de Mitchell quittait l'allée pour rencontrer un recouvreur de dettes. Une forte tempête de pluie martelait la maison depuis plusieurs jours. Je me suis dirigé vers le mur opposé et j'ai inspecté la petite fenêtre de ventilation située près du plafond. L'exposition constante aux intempéries avait fortement rouillé les vis en fer qui maintenaient la
Grille métallique en place. J'ai regardé autour de moi dans l'espace confiné et j'ai trouvé un rack de rangement en métal. Rouillé appuyé contre le coin. J'ai poussé le rack, le coinçant fermement contre les carreaux de la salle de bain pour créer une plateforme stable. Je suis monté sur le cadre métallique, équilibrant mon poids. Et j'ai tendu les mains vers la grille de ventilation. J'ai agrippé les barreaux de fer et j'ai tiré en arrière de toute ma force physique restante. Les vis dégradées se sont tordues et ont cassé sous la pression. La grille métallique s'est complètement détachée du mur de béton. J'ai poussé le lourd couvercle de côté. Je me suis hissé et j'ai fait passer mes épaules à travers l'ouverture étroite. J'ai tiré mes jambes à travers l'écart, m'écorchant les genoux contre les bords rugueux du béton. Et je suis tombé en avant. Je suis sorti de l'ouverture de la fenêtre et j'ai atterri lourdement sur l'herbe inondée dehors, inhalant l'air froid de la nuit. Je me suis relevé en catastrophe et j'ai commencé à courir. J'ai sprinté pieds nus sur le sentier boueux qui reliait le jardin arrière à l'autoroute principale. Les rochers tranchants et les branches cassées m'ont blessé la plante des pieds. Mais j'ai maintenu mon rythme. J'ai atteint le bord de l'asphalte juste au moment où une paire de phares a percé la pluie battante. Je suis monté sur le bas-côté et j'ai agité frénétiquement les deux bras. Un taxi de passage a freiné et a dérapé jusqu'à s'arrêter juste devant moi. J'ai saisi la poignée de la porte, l'ai ouverte d'un coup et me suis jeté sur le siège arrière. Complètement trempé par la tempête. S'il vous plaît. Conduisez-moi à la base navale. Je peux vous payer le double de la course quand nous aurons atteint un endroit sûr. Le conducteur a regardé dans le rétroviseur. Il a clairement vu mon visage meurtri. Mes vêtements en loques et la panique absolue dans mon expression. Il a hoché la tête une seule fois. Il n'a pas demandé mon nom et n'a posé aucune question sur ma situation. Il a passé la vitesse, a appuyé sur l'accélérateur et s'est élancé droit dans la nuit noire, se dirigeant directement vers les portes de la zone militaire. Quelques heures plus tard, le taxi s'est arrêté. Il a vérifié mes papiers et m'a indiqué le bâtiment principal. J'ai passé les doubles portes et suis entré dans la grande salle de réunion. La vaste pièce était remplie de personnel en uniforme et de leurs familles rassemblées pour l'événement. Malgré les 21 années de service militaire de mon père, nous avions toujours maintenu un lien solide grâce à nos appels vidéo hebdomadaires planifiés. J'ai navigué à travers la foule et l'ai rapidement localisé près du podium central. En m'approchant, sa posture a immédiatement changé. Il n'a pas souri. Ses instincts militaires ont pris le dessus dès qu'il a vu mes vêtements en loques, mes pieds nus et ma respiration irrégulière. Il a avancé, a contourné tout salut standard et a tendu la main. Il a pris mon téléphone portable directement de ma main sans demander. Il a appuyé sur le bouton d'alimentation, le maintenant fermement jusqu'à ce que l'écran s'éteigne complètement. Cette action a instantanément désactivé le logiciel de suivi de localisation que Mitchell avait installé. Il a ensuite extrait la carte SIM, l'a cassée en deux et a glissé l'appareil mort dans la poche de son uniforme. Il s'est tenu juste devant moi, observant attentivement mon langage corporel. Plusieurs personnes sont passées près de nous en portant des chaises pliantes en métal et une lourde porte en bois a claqué au bout du couloir. J'ai sursauté violemment au bruit soudain et j'ai reculé d'un pas rapide. J'ai instinctivement croisé les bras, tirant mes manches mouillées bien bas sur mes mains pour cacher ma peau. Pourquoi sursautes-tu et recules-tu quand quelqu'un claque une porte? Et pourquoi continues-tu à cacher tes poignets? Il n'a pas attendu ma réponse au milieu de la salle bondée. Il a posé fermement sa main sur mon dos supérieur et m'a guidé loin du rassemblement. Nous avons marché dans un couloir calme et restreint. Il a poussé la lourde porte d'une salle de réunion tactique vide. Il a allumé l'interrupteur, est entré et a refermé la porte derrière nous. Il a tourné le pêne dormant métallique, la verrouillant de l'intérieur. Il s'est retourné vers moi. Il a tendu la main, saisi le poignet de mon manteau et a tiré directement le tissu vers le haut. Les blessures qui se chevauchaient sur mon bras étaient pleinement exposées sous les lumières fluorescentes dures. Je n'ai pas éclaté en sanglots ni perdu de temps à détailler la violence physique. Je suis allé droit au fait.
Je lui ai parlé de la porte d'acier du sous-sol et de l'enfermement extrême des 3 derniers jours. J'ai expliqué la manipulation financière systématique et les demandes de prêts falsifiés. J'ai ouvert la poche intérieure de mon manteau humide. J'ai plongé la main et sorti un sac en plastique étanche soigneusement plié. J'ai rompu le seau et retiré les documents physiques que j'avais réussi à protéger pendant la fuite. J'ai étalé les papiers à plat au centre de la table en bois. J'ai pointé directement les signatures falsifiées. Je n'ai pas perdu cet argent. J'ai la preuve des prêts frauduleux et des dossiers médicaux que j'ai cachés en sécurité. Mon père a pris les documents. Il a lu chaque page, examinant soigneusement les signatures falsifiées et les montants des prêts. Il a reposé les papiers. Il a sorti une chaise en acier et s'est assis. Il a redressé le dos, maintenant une posture militaire parfaite. Il a posé sa main droite sur la table et a commencé à taper rythmiquement de l'index contre la surface métallique froide. Il n'a montré ni rage ni menacé de représailles physiques. Au contraire, il a systématiquement exposé une contre-attaque. Il a déclaré que nous utiliserions les tactiques juridiques les plus strictes pour démanteler toutes leur opération et les tenir pleinement responsables. Il s'est levé et a donné ses derniers ordres pour la nuit. Il m'a strictement interdit de contacter Mitchell, Joyce, Clara ou quiconque résidant à Sedona. Il a sorti une clé métallique de sa poche et l'a placée dans ma main. Il m'a instruit de marcher directement jusqu'au quartier d'invités militaires situé sur la base. Et de m'enfermer dans la chambre assignée. Il a déclaré que nous devions sécuriser ma sécurité physique cette nuit-là et nous préparer à lancer une guerre juridique massive dès le lendemain matin. Tôt le lendemain matin, dans le bureau privé de mon avocat, M. Miller. Le dossier épais a enfin été ouvert. Nous étions assis autour d'une grande table couverte de classeurs. L'avocat Miller n'a pas perdu de temps avec des méthodes de suivi de données illégales. Il avait déposé une motion d'urgence auprès du juge local à l'aube. En quelques heures, il avait réussi à obtenir une assignation judiciaire contraignante obligeant les institutions financières à divulguer toutes les informations pertinentes. Un coursier a livré une boîte scellée contenant les dossiers bancaires officiels directement au bureau. L'avocat Miller a rompu le sceau de sécurité et a sorti des centaines de journaux de transactions imprimés. Il a distribué les piles de papier sur la table pour que nous les examinions. Nous avons commencé un examen méthodique de toute l'histoire financière des 3 dernières années, traçant chaque dépôt et chaque retrait attaché à mon nom. La piste papier a révélé un système de vol hautement organisé. Mon père avait régulièrement déposé une portion substantielle de son allocation militaire sur un compte destiné à mon usage. Les dossiers bancaires montraient qu'aucun dollar de cette allocation navale ne m'était jamais parvenu. Au contraire. Les journaux affichaient des virements mensuels automatisés qui acheminaient les fonds vers l'extérieur. Nous avons suivi les numéros de routage jusqu'à un compte privé d'investissement en crypto-monnaie. En actions enregistrées uniquement au nom de Mitchell. J'ai cherché dans les formulaires d'autorisation joints fournis par la banque. J'ai trouvé une copie numérisée d'un document de procuration financière. Mitchell avait falsifié ma signature sur ce document critique, s'octroyant le contrôle juridique total de mes actifs entrant sans ma présence ni mon consentement. L'avocat Miller a pris le document falsifié, l'a tenu à la lumière et a regardé directement mon père. Nous avons les dossiers de la banque. Il a falsifié la procuration financière pour siphonner tout l'argent de l'allocation que votre père envoyait. Simultanément, l'avocat Miller a finalisé la collecte des preuves physiques. Il a branché une clé USB sécurisée sur son moniteur d'ordinateur. Il avait émis une demande juridique formelle auprès du conseil de gestion de l'association des propriétaires plus tôt dans la matinée. Ils ont obtempéré et remis les images brutes des caméras de sécurité capturant l'extérieur de la propriété. L'avocat Miller a cliqué sur le bouton de lecture. L'écran a affiché l'horodatage d'exactement 3 jours auparavant. L'enregistrement haute définition montrait clairement Mitchell saisissant le col de ma chemise et Joyce tenant mes poignets.
La vidéo les capturait en train de me traîner agressivement à travers le porche avant et de me forcer à entrer dans la maison contre mon gré. Les images fournissaient une preuve indéniable et horodatée de leur agression physique et de mon enfermement illégal. Pendant que nous cataloguions les fichiers vidéo, la réceptionniste du bureau a ouvert la porte vitrée. Sarah est entrée dans la pièce. Elle n'a posé aucune question ni tenté d'offrir de réconfort émotionnel. Elle s'est dirigée droit vers la table et a posé une petite boîte métallique verrouillée sur la surface. Elle m'a tendu la clé en laiton correspondante. Elle a hoché respectueusement la tête vers mon père. S'est retournée et a quitté le bureau immédiatement pour ne pas entraver notre travail. J'ai inséré la clé et ouvert le couvercle. À l'intérieur de la boîte se trouvait mon passeport original, mon acte de naissance certifié et ma carte de sécurité sociale. Avoir ces documents d'identité originaux en sécurité signifiait que Mitchell ne pouvait plus retenir mon identité légale en otage. Mon père a passé en revue les piles de preuves triées. Il a regardé les journaux bancaires, la procuration financière falsifiée, la clé USB contenant les images de l'agression et mes documents d'identité récupérés. Il s'est levé de sa chaise et a organisé les dossiers en 2 piles distinctes. Il a pointé les piles séparées, émettant un ordre opérationnel clair et décisif. Déposer d'abord le rapport d'abus physique auprès de la police d'État. Puis transférer les dossiers de vol d'identité directement aux enquêteurs fédéraux. Il a établi une division stricte des juridictions légales. Le département de police d'État local traiterait les crimes violents, spécifiquement l'agression physique et les accusations de séquestration. Pendant ce temps, les crimes financiers complexes, y compris la fraude au crédit, la procuration falsifiée et le vol de fonds militaires, relèveraient de la juridiction directe des agences fédérales. Avec le dossier de preuves complet maintenant entièrement assemblé et catégorisé, l'avocat Miller est passé à l'étape finale. Il a immédiatement rédigé une pétition pour une ordonnance de protection d'urgence. Il a imprimé la motion, rassemblé les documents à l'appui et s'est rendu directement au tribunal de district. Le dépôt de cette ordonnance a posé les fondations juridiques concrètes nécessaires pour geler immédiatement les activités financières de Mitchell et le dépouiller de son contrôle. 2 semaines plus tard, 3 voitures de police se sont garées abruptement devant la villa de Sedona. Le shérif du comté est sorti et a monté directement les marches de devant. Il a frappé énergiquement à la porte en bois épais. Mitchell a ouvert la porte, Joyce se tenant juste derrière lui dans le vestibule. Le shérif n'a pas offert de salutation polie. Il a tendu une épaisse pile de documents juridiques et a signifié l'ordonnance de protection d'urgence directement dans la main de Mitchell. Il a remis un second paquet identique à Joyce. Le mandat légal les a officiellement dépouillés de tout droit de me contacter, de s'approcher de moi ou de communiquer avec moi par quelque moyen que ce soit. Mitchell a tenté d'argumenter, faisant un pas en avant sur le porche. Le shérif a immédiatement levé la main, stoppant instantanément le mouvement de Mitchell. Reculez et restez éloigné de cette zone. Ceci est une ordonnance de protection émise par le tribunal. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. La signification de l'ordonnance de protection n'a marqué que le début de l'offensive juridique. Tactique. Suite à la pétition déposée par l'avocat Miller, le tribunal fédéral avait déjà exécuté une décision d'urgence. Le juge avait signé l'autorisation de geler tous les actifs contestés liés à mon identité volée. Mitchell est rentré dans la maison. S'est assis à son bureau et a ouvert son ordinateur portable pour vérifier ses finances. Il a découvert que son accès au portail bancaire était entièrement révoqué. Le mandat du tribunal a bloqué ses comptes d'entreprise principaux, ses portefeuilles de crypto-monnaies privées et les fonds d'investissement spécifiques où il avait illégalement acheminé l'allocation militaire de mon père. Il ne pouvait retirer un seul centime pour maintenir ses opérations ou s'assurer une représentation juridique de haut niveau. Le blocus financier soudain a déclenché une réaction en chaîne immédiate. Sans les fonds volés pour couvrir ses dettes, la façade commerciale de Mitchell s'est entièrement effondrée.
Les recouvreurs de dettes ont commencé à appeler sans relâche son téléphone portable personnel, laissant des dizaines de messages vocaux automatisés menaçant de poursuites civiles. La pression s'est intensifiée physiquement à la limite de la propriété. Des huissiers sont arrivés à la grille de sécurité, remettant des plaintes juridiques formelles de fournisseurs non payés. À la fin de la semaine, un fonctionnaire du comté a monté l'allée portant un rouleau de ruban adhésif résistant. Le fonctionnaire a collé un avis de saisie formelle directement sur la porte vitrée avant de la villa. Juste à côté, le fonctionnaire a fixé un avis audacieux du shérif exigeant l'évacuation immédiate des lieux en raison de paiements hypothécaires en défaut. Mitchell a saisi son téléphone, faisant les 100 pas furieusement sur le tapis du salon en composant le numéro de son avocat de la défense. Ils ont gelé tous mes comptes d'entreprise et un avis de saisie vient d'être collé sur la porte d'entrée. Vous devez arranger ça immédiatement. L'avocat de la défense n'a pas pu arranger la situation parce que l'enquête fédérale s'étendait rapidement. Plusieurs mois plus tard, la division des crimes financiers a retracé les approbations de prêts frauduleux jusqu'à la source de traitement original. Les preuves ont directement impliqué Clara. Elle avait utilisé sa position professionnelle pour dissimuler les signatures falsifiées, contourner les protocoles de vérification de crédit. 2 policiers armés sont entrés dans son immeuble de bureau en plein milieu de la journée de travail. Ils ont contourné le bureau de réception, sont entrés dans le département de Clara et se sont approchés de son bureau. Ils l'ont officiellement inculpé pour complicité de fraude au crédit. Les agents lui ont ordonné de se lever. Lui ont passé les menottes au poignet et l'ont escorté hors du bâtiment devant ses collègues, mettant définitivement fin à sa carrière dans le secteur financier. Avec sa mère face à une expulsion imminente, sa sœur sous inculpation fédérale et ses comptes légalement saisis, Mitchell a complètement perdu tout levier. Il s'est assis dans une salle de médiation au tribunal, fixant les documents de divorce préparés par l'avocat Miller. Les papiers exigeaient la cession complète de tous les biens matrimoniaux et la renonciation inconditionnelle à toute réclamation financière contre moi. Mitchell a pris le stylo, ses mains tremblant visiblement sous la pression. Il a hésité, regardant de l'autre côté de la table mon représentant légal, implorant silencieusement un compromis. L'avocat Miller s'est penché en avant, maintenant un ton froid et professionnel. Votre accord pour signer ce règlement de divorce civil n'effacera pas les accusations criminelles de vol d'identité qui vous attendent. Mitchell a baissé la tête en signe de défaite. Il a appuyé le stylo sur le papier et a signé le règlement civil, abandonnant ses réclamations sur les actifs. Il a laissé tomber le stylo sur la table, comprenant pleinement que céder la propriété n'arrêterait pas les procureurs fédéraux de poursuivre sa peine de prison imminente. 6 mois plus tard, le son du marteau du juge frappant le bureau en bois dans la salle d'audience fédérale a résonné sèchement. Le juge fédéral a regardé directement la table de la défense et a lu le verdict final à haute voix. Le tribunal a condamné Mitchell pour plusieurs infractions graves, listant spécifiquement le vol d'identité aggravé, la fraude massive au crédit et la séquestration criminelle. Le juge a explicitement rejeté la demande de l'avocat de la défense pour une peine réduite ou un transfert vers un établissement de sécurité minimale. Il a prononcé une peine de prison fédérale stricte et obligatoire sans aucune possibilité de libération anticipée. 2 marshals fédéraux armés se sont immédiatement approchés de la table de la défense. Ils ont ordonné à Mitchell de se lever et de placer ses mains derrière le dos. Ils lui ont passé les poignets dans de lourdes menottes en acier, ont confisqué ses effets personnels et l'ont escorté hors de la salle d'audience par la porte latérale de détention. Sa liberté s'est entièrement terminée à cet instant précis. Les conséquences juridiques ont systématiquement démantelé le reste de leur réseau. Le juge a signé une ordonnance de restitution civile ciblant les actifs cachés de Joyce. Le tribunal a officiellement saisi une portion significative de ses économies de retraite et a complètement vidé ses comptes d'investissement liés pour compenser les dommages financiers. Simultanément,
Le prêteur hypothécaire principal a finalisé les procédures de saisie formelle sur la villa 2. Sedona. La propriété de la maison a officiellement été transférée à la banque. Un représentant de la banque et un shérif du comté local sont arrivés sur la propriété pour faire appliquer l'avis d'expulsion finale. Joyce a dû emballer ses vêtements restants et effets personnels dans de cheap cartons et les porteurs. Jusqu'à l'aller. Le serrurier a changé les peines dormant de la porte d'entrée sous ses yeux. Elle a chargé ses sacs dans un véhicule loué et a déménagé dans un appartement de location délabré et exigu situé à la périphérie lointaine de la ville. Clara a ensuite comparu devant le conseil judiciaire pour son implication directe. Le juge l'a condamnée à une période de probation stricte de plusieurs années. De plus, la commission de réglementation de l'État a définitivement révoqué ses licences professionnelles financières. Elle a immédiatement perdu son poste en entreprise. Des agents de sécurité l'ont escortée à travers le hall, la forçant à vider son bureau et à rendre son badge d'identification d'entreprise devant ses collègues. La condamnation pour crime est restée définitivement attachée à sa vérification d'antécédents publics. Elle a complètement perdu sa réputation professionnelle, la rendant inemployable dans le secteur des entreprises et coupant tous ses anciens liens sociaux. Avec le divorce civil finalisé et les procès criminels officiellement conclus, je me suis entièrement concentré sur la reconstruction de mes bases. Je me suis assise dans le bureau de l'avocat Miller pendant plusieurs semaines consécutives, l'assistant activement à contacter les diverses institutions de prêt. Nous avons envoyé par courrier les jugements certifiés du tribunal et les rapports de comptabilité légale directement au département de fraude de chaque banque. J'ai signé des dizaines de formulaires de contestation pour remettre en cause les contrats falsifiés, un par un. Les banques ont renvoyé des lettres officielles effaçant les prêts frauduleux de mon nom et supprimant les statuts de défaut de mon historique. J'ai officiellement restauré mon score de crédit personnel à son niveau d'origine. J'ai emballé mes affaires restantes, fermé le chapitre sombre de Sedona et déménagé officiellement dans une ville côtière tranquille pour commencer une vie complètement nouvelle aux côtés de mon père. En sortant de ce cauchemar de 3 ans, j'ai réalisé la leçon la plus coûteuse de ma vie. Vous ne devez absolument jamais céder le contrôle complet de vos finances personnelles à qui que ce soit. Et vous ne devez jamais permettre à une autre personne de signer des obligations de dette en votre nom. L'indépendance financière sert de bouclier le plus impénétrable pour protéger votre dignité et votre liberté personnelle. De plus, les abuseurs ne changent pas de comportement après le premier incident. Votre endurance et votre pardon ne font que leur donner la permission de devenir significativement plus cruels la prochaine fois qu'ils frappent. Enfin, votre vraie famille reste votre port le plus sûr. L'amour authentique et la protection n'exigent pas de conditions et ils interviendront toujours pour vous sortir des situations les plus sombres. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de marcher à mes côtés jusqu'aux dernières minutes de cette histoire. Votre soutien continue à une immense signification pour moi alors que je reconstruis ma vie. Aujourd'hui. Que pensez-vous de la solution juridique tactique que mon père a exécutée pour démanteler leur contrôle? Partagez vos perspectives personnelles et vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis toujours là et je lirai chacune d'entre elles.